Bonjour à toutes et tous, bienvenue au webinaire FHP de la semaine de l'expérience patient. Alors, je suis heureux de vous accueillir pour l'ouverture de cette deuxième semaine de l'expérience patient de l'hospitalisation privée. Cette semaine est devenue en seulement 2 éditions, donc une très courte expérience, un rendez-vous important pour notre fédération. Un rendez-vous qui traduit une conviction forte. Vous le savez, la qualité des soins et de nos organisations ne se mesure pas uniquement à ce que nous faisons, mais aussi à la manière dont les patients vivent ce que nous réalisons et comment ils en perçoivent les effets. Ça devient extrêmement précis. Pendant longtemps, nous avons surtout évalué nos établissements à travers des indicateurs de qualité, de sécurité, de performance ou de conformité, pardon. La conformité étant même le départ, vous vous en rappelez, il y a quelques années, de ces fameux classements. On en est bien loin. Donc, les indicateurs restent indispensables, mais ils ne sont plus suffisants. Notre responsabilité en tant que fédération n'est pas seulement de représenter vos intérêts, nos intérêts. Elle est aussi de vous accompagner dans les transformations qui améliorent durablement la qualité des prises en charge. Amélioration durable et pas uniquement lors des cycles de certification. C'est pourquoi la FHP a fait de l'expérience patient un axe stratégique de son action et de sa mission. Nous sommes convaincus que le savoir expérientiel, j'ai du mal, Marie-Claire, vous avez écrit ce mot, j'ai du mal, expérientiel du patient peut utilement compléter le savoir scientifique et le savoir professionnel. Je crois aussi que les meilleures organisations sont celles qui savent utilement compléter le savoir scientifique et le savoir professionnel. Je crois aussi que les meilleures organisations sont celles qui savent apprendre de celles et de ceux qu'elles accompagnent, le retour terrain, le retour d'expérience. C'est dans cet esprit qu'est née en 2025, donc très récemment, la semaine de l'expérience patient de l'hospitalisation privée. Son succès a démontré votre vif intérêt croissant pour ces démarches, mais surtout, et c'est le but de la fédération, de partager nos expériences et de progresser ensemble. Pour préparer cette deuxième édition, dont je remercie tous les participants, nous avons souhaité aller encore plus loin. Nous avons souhaité que cette semaine, donc c'est une semaine, ne vive pas uniquement au niveau national, nous voulions qu'elle vive dans nos établissements. C'est pourquoi la fédération, avec l'appui de son groupe de travail Expérience Patient, a élaboré un kit d'action permettant aux cliniques et hôpitaux privés d'organiser à l'occasion de cette semaine leurs propres actions, initiatives et événements. Je vous en remercie. Vous êtes plus de 750 inscrits à participer aux 3 webinaires nationaux proposés cette semaine. Votre présence témoigne d'un mouvement qui prend de l'ampleur et j'en suis ravi et honoré. Et ce mouvement intervient à un moment particulièrement important. Le 6e cycle de certification de la Haute Autorité de Santé renforce les attentes autour du recueil, de l'analyse et de l'utilisation de l'expérience patient. Merci à Patrick Méchin pour sa présence que je vois à l'écran. Cette évolution ne doit pas être vécue comme une contrainte. Des contraintes, nous en avons tant, mais une opportunité de faire progresser nos établissements, de mieux comprendre les attentes des patients, d'améliorer nos pratiques, nos parcours, nos organisations et de renforcer la confiance entre les patients et nous-mêmes, les professionnels. Le véritable enjeu n'est pas de recueillir davantage de données, nous sommes saturés des données. Le véritable enjeu est de transformer la parole des patients en action, passer de l'écoute à l'amélioration, passer de la mesure à la transformation, passer de l'intention à l'action. Ce sont des mots forts qui prennent tout leur sens dans cette semaine et je dirais dans les 51 autres semaines d'une année complète. Nous savons aujourd'hui que lorsque l'expérience patient est réellement prise en compte, c'est fondamental. Les bénéfices sont multiples. Les parcours gagnent en fluidité, les prises en charge sont plus pertinentes, les équipes, et c'est important, retrouvent du sens dans leur travail.
on parle toujours du sens, du cap de la santé. Les représentants des usagers deviennent de véritables partenaires. Ils le sont déjà depuis de nombreuses années, mais encore plus aujourd'hui. Et les patients développent davantage de confiance, cette confiance fondamentale pour la qualité et la réussite des soins envers nos établissements. Prendre soin de l'expérience patient, c'est aussi mieux prendre soin de l'expérience des professionnels. Il existe une véritable symétrie des attentions. Tout au long de cette semaine, nous allons partager des méthodes, des outils, des innovations et surtout des retours d'expériences très concrets. C'est le sens de ces webinaires et merci à la Fédération pour cette belle organisation. Aujourd'hui, nous réfléchirons ensemble aux conditions de réussite d'une démarche collective d'expérience patient. Jeudi, nous évoquerons comment les prompts permettent de mesurer ce qui compte réellement pour les patients et améliorer les pratiques. Vendredi, enfin, le webinaire sera consacré au partenariat patient. Au fond, notre ambition, elle est simple, faire de l'expérience patient un pilier de l'amélioration de la qualité et de la pertinence de notre système de santé. Nous le porterons d'ailleurs dans la plateforme présidentielle de 2027. C'est également l'ambition du manifeste porté par l'Institut français de l'expérience patient que la FHP a souhaité signer il y a quelques jours. Maintenant, Marie-Claire, je vous rends les clés de la semaine, si je puis dire, et je suis heureux que la fédération puisse aller dans tant de détails de parcours de santé, de parcours de soins, parce que c'est l'essence même de notre activité au quotidien. Et vous le savez, je suis très attaché, non pas à l'expérience patient, qui fait partie, bien évidemment, de cette belle machine de la qualité, de la progression des soins, attaché également à la certification de l'Haute Autorité de Santé. Vous savez combien je suis attentif aux résultats de nos établissements, attentif à la progression et attentif à toutes ces réussites sur les territoires. Et lorsqu'un établissement est certifié avec un score de 99-100, j'en suis vraiment très heureux pour l'ensemble de la profession et surtout pour les patients qui sont pris en charge et qui nous font confiance. Merci Marie-Claire pour cette belle organisation. Merci à l'équipe du 106. Merci à Christine. Merci à Bertrand. Merci à Océane. Vous êtes tous pleinement impliqués dans cette belle réussite fédérale et je vous en remercie. Merci, Président. Bonjour à toutes et tous. Donc, effectivement, Marie Clairvier, je suis directrice stratégie à la FHP. Et donc, j'ai le plaisir et j'aurai le plaisir d'animer les 3 webinaires nationaux qui vont nous occuper lors de cette semaine de l'expérience patient. Je voudrais vraiment remercier les membres du groupe de travail expérience patient de la FHP qui ont participé à co-construire ce programme des 3 webinaires. Et il faut savoir qu'à l'issue de la première édition de la semaine de l'expérience patient, nous vous avions adressé une enquête pour écouter votre expérience justement de cette première édition. Et donc, on a analysé votre vécu et on a analysé également les souhaits des sujets, des thèmes que vous souhaitiez voir abordés lors de cette deuxième édition. Et bien, ce sont les 3 sujets qui sont revenus le plus fréquemment, qui donc constituent aujourd'hui cette semaine de l'expérience patient. Vous allez avoir la possibilité tout au long de ce webinaire de poser vos questions dans le chat directement. Je ferai votre porte-voix en fin de session pour répondre à vos questions. Et évidemment, les intervenants pourront aussi y répondre au fil de l'eau dans le chat. Sans plus attendre, je vais céder la parole à Patrick Méchin, qui est chef du service de certification des établissements de santé à la Haute Autorité de Santé. Et un grand merci, Patrick, d'avoir accepté d'intervenir pour partager effectivement la vision de la HAS sur l'expérience patient et comment finalement la démocratie en santé, l'expérience patient ont progressé dans la certification et plus largement dans les différents outils mis à disposition des établissements. Je te laisse la parole. Bien, merci beaucoup, Marie-Claire. D'abord, réagir au propos du président, parce qu'en fait, je pense qu'effectivement, à partir du moment où on s'engage
dans la prise en compte du point de vue du malade sur la manière dont il est accueilli, soigné, etc., ça ne peut que nous aider à améliorer nos soins et nos prises en charge. Donc, félicitations pour la démarche qui est la vôtre d'engager à travers cette semaine de l'expérience patient la réflexion sur le sujet et la poursuite des travaux qui sont déjà bien engagés sur le sujet. Alors, euh, moi, mon propos, il est effectivement de porter le point de vue de la haute autorité de santé sur cette question. Euh, Est-ce que le diaporama s'affiche bien, correctement, ou est-ce qu'il est en... Alors, pas en panorama, mais il s'affiche. Alors, du coup, je vais euh, il faut que je refasse la même manip que tout à l'heure, désolé. Alors, là, hop, 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 afficher. Bon, écoutez, du coup, je n'y arrive plus. Je ne sais plus comment j'ai fait tout à l'heure. Ah, On voit si. quand même très bien. Là, ça doit être mieux peut-être. C'est mieux? Fait. Alors, tout d'abord, ce que peut-être s'il serait utile, c'est de faire les premières tendances du sixième cycle. Vous savez que on a engagé ce sixième cycle de la certification le 1er septembre 2025. Il va se poursuivre avec ce référentiel jusqu'à la fin de l'année 2026, puisqu'à partir du 1er janvier 2027, on aura des évolutions du référentiel de certification. Mais à mi-parcours, on a quand même voilà, les résultats sur la certification des établissements de santé. On voit quand même qu'il y a, avec ce sixième cycle de certification, une évolution des attendus, une augmentation des attendus globalement. Et l'expérience, le recueil de l'expérience patient en fait partie. Mais on voit effectivement que si les établissements de santé répondent plutôt bien aux attendus du référentiel, on a pour autant une vingtaine de pourcents d'établissements qui sont plus en difficulté, et on va y venir dans un petit moment. Ce qu'on peut noter, c'est que globalement, il y a pour les établissements visités euh, une bonne réponse sur un certain nombre d'objectifs, et notamment sur l'engagement du patient dans les projets de soins, le respect de leurs droits, euh, la maîtrise des risques liés aux pratiques professionnelles et la maîtrise des ressources professionnelles et des compétences qui sont plutôt des domaines sur lesquels il y a de bons résultats. Ça n'exclut pas qu'il puisse y avoir ici ou là des difficultés, mais c'est globalement, pour l'ensemble de nos établissements, plutôt une réussite. Alors, il y a aussi des points d'attention sur ces objectifs, et notamment sur l'implication des patients et des représentants de ces patients dans la vie des établissements de santé. Et puis, un souci autour du management global de la qualité et de la sécurité des soins, sur la culture de la pertinence et de l'évaluation, et sur l'information du patient. Ces sujets-là sont souvent un peu en écart par rapport au référentiel de certification, et c'est là qu'on va devoir effectivement nous mobiliser à l'avenir, notamment sur cette culture de la pertinence et de l'évaluation, qui est un domaine dans lequel effectivement la certification va évoluer dans les prochaines années. Euh, sur les critères impératifs, les points d'attention et de vigilance qu'il faut que l'on partage collectivement, et qui vont dans le sens d'ailleurs du recueil de l'expérience patient, parce qu'ils sont intimement liés quand on parle d'isolement en psychiatrie avec ou sans contention. Il y a un élément d'évaluation qui concerne le débriefing post-isolement et la manière dont le patient a vécu cette période-là. On a assez régulièrement aussi des patients qui sont sur des brancards en attente aux urgences et qui sont contenus, et donc pour lesquels effectivement il faut qu'on ait aussi cette attention portée sur la manière dont ils ont vécu ce moment. Et voilà, ce sont des sujets qui sont toujours un petit peu en délicatesse dans nos établissements de santé. La déclaration des événements indésirables aussi est un élément
qui est une préoccupation parce qu'en fait, c'est un devoir éthique, c'est un devoir moral vis-à-vis des patients lorsque ça arrive. Il faut être en transparence avec les patients et donc du coup, ce devoir d'aller vers et d'expliquer, de donner la bonne information, dire le dommage, mais aussi dire ce qui a été mis en œuvre pour corriger l'erreur qui a pu être commise. Et puis, on reste sur des sujets un peu plus compliqués autour de la prise en charge des urgences vitales avec des dispositifs qui sont souvent en place, mais des modalités d'évaluation de ces dispositifs qui sont assez peu réalisées. Et puis, un sujet qui est un sujet de préoccupation pour nous tous, et puis on a vu pendant la période là, la caniculaire, l'intérêt d'éviter les passages évitables aux urgences. Et donc, sur cette question-là, effectivement, on se doit encore de progresser, puisqu'on a encore une quinzaine de pourcents d'établissements qui ne répondent pas aux attendus. Je voulais juste faire un focus sur les fiches anomalies. Elles sont souvent en lien avec soit des problématiques architecturales, soit des problématiques de non-accès aux personnes en situation de handicap. Et c'est la première source d'événements, de fiches anomalies, pardon. Les écarts portent beaucoup sur ces sujets-là et parfois aussi avec un accès assez limité à des sanitaires, enfin voilà. Mais c'est le cœur du problème est souvent en lien avec l'accessibilité et les conditions et les infrastructures, on va dire, d'une manière générale. Les points d'attention sur les critères standards, vous voyez qu'on a euh, les deux premiers portent sur l'information du malade, globalement sur la vie de l'établissement, sur comment les représentants des usagers peuvent être sollicités, mobilisés et associés au projet d'établissement, en fait, hein, au projet de soins, etc. Et puis, l'autre euh, critère porte sur le patient partenaire et les associations mobilisées. Ça va être l'objet d'un de vos webinaires. Les patients partenaires, c'est probablement une évolution importante à venir parce ils sont dépositaires, effectivement, comme le disait Lamine Garbi, d'un savoir expérientiel qui est capable de nourrir les réflexions d'équipe et de porter effectivement la conviction que pour bien soigner, il faut qu'on prenne mieux en compte l'environnement du patient et sa vie avec la maladie. Puis on voit qu'effectivement, le patient est invité à exprimer sa satisfaction et son expérience reste également un critère qui doit progresser. L'identification sécurisée des utilisateurs et des patients dans le système d'information reste aussi un point particulier. Voilà. Le questionnement éthique est aussi un sujet important parce qu'il permet effectivement de nourrir la réflexion au sein d'une équipe sur le bon positionnement des soignants par rapport aux patients. Donc c'est aussi quelque chose qui est très important de continuer de travailler. Et puis peut-être se dire aussi qu'on a des patients qui parfois arrivent avec une liste de médicaments incroyable et il y a nécessité d'engager la conciliation médicamenteuse pour les patients qui sont identifiés comme étant à risque. Donc les patients âgés, les malades chroniques nécessitent effectivement qu'on porte une attention particulière sur leur prise en charge médicamenteuse. On a vu effectivement que au fur et à mesure de la certification, la place du patient voilà, a été modifiée, qu'on attendait davantage. Et aujourd'hui, en fait, on peut quand même se dire qu'on a un critère impératif sur le sujet qui porte sur l'expérience, le recueil de l'expérience patient et avec une implication accrue des patients partenaires et des associations dans les construction des parcours. Et donc, c'est ça qu'il faut que l'on regarde de manière un petit peu plus précise et sur lequel il faut qu'on soit effectivement attentif. On a un critère avancé aujourd'hui qui concerne les proms, donc ça va faire partie de votre programme aussi dans la semaine. C'est
là aussi un investissement d'avenir. C'est comment effectivement le malade, à travers les résultats qu'il perçoit de sa prise en charge, peut effectivement aider les équipes à s'améliorer. Le projet des usagers, qui peut être un outil, un formidable outil managérial au service globalement du projet d'établissement et de la politique d'accueil et de soins des malades. Et puis, la Haute Autorité de Santé a travaillé un guide sur l'expérience patient et savoir expérientiel et que, voilà, on invite effectivement à prendre en compte. Et puis, il ne faut pas oublier là-dedans tout l'apport que va pouvoir avoir l'intelligence artificielle avec la mesure qui doit être la nôtre dans son utilisation, mais c'est probablement quelque chose qui va pouvoir nous aider dans l'avenir. Se saisir de la parole des patients est effectivement quelque chose qui est une attention. Donc, Ama y reviendra. Donc, mais l'expérience, le résultat clinique à travers les prompts et la satisfaction sont des sujets qui sont très complémentaires. Ce qui est vraiment très important, c'est qu'effectivement, on approche la politique autour de cette question en reprenant l'ensemble de ces thématiques et de ces sujets. Euh, ISATI, c'est quelque chose qui prend, qui doit probablement être encore amélioré, mais on voit que on a beaucoup de participation quand même, malgré tout, et avec de nombreux questionnaires, hein, plus de 26 millions de questionnaires envoyés, et 7 millions qui sont reçus avec des verbatims. Donc, on peut se saisir en fait de ce que les malades nous disent. Et ce qui est important, c'est que ces verbatims soient transmis aux équipes, donc au plus près du terrain et au plus près de la prise en charge des malades. C'est les 7 critères, dont un critère impératif sur la prise en charge de l'expérience patient. Et, euh, sur le chapitre 3, 3 critères, dont un critère impératif. Donc on voit qu'effectivement, on a un corpus, on va dire, dans le référentiel de certification qui nous amène effectivement à disposer, en tout cas d'avoir les éléments d'une politique ambitieuse sur le sujet. C'est pas parfait, ça doit encore évoluer, mais si on part de ça, on doit pouvoir se saisir de ces éléments-là pour en faire une politique d'établissement. Sur la satisfaction et l'expérience patient, c'est quand même la 6e cause de fiche anomalie dans le référentiel de certification pour toutes les certifications qu'on a eues jusqu'alors. Et donc, c'est notamment sur les 2 éléments d'évaluation qui sont la mise en place par les professionnels des actions d'amélioration, quand il y a des recommandations qui sont proposées, notamment par la commission des usagers, et sur l'analyse par l'équipe, des résultats des verbatims d'ISATIS. On voit que au final, cette ambition qui était de dire on va rendre compte aux équipes de ce que disent les malades, ben finalement, les malades parfois s'en saisissent assez mal. Et il faut probablement rapprocher cette difficulté à se saisir du point de vue des malades de la difficulté à se saisir des recommandations de bonne pratique. C'est souvent lié. Et donc, on voit effectivement là tout le travail qui reste à parcourir. On a globalement de bons résultats sur le critère recueil de l'expérience patient, mais reste à améliorer l'analyse et la mise en place donc des améliorations comme on vient de le voir. Alors en 2027, on va s'ajuster euh, pour médicaliser davantage, parce qu'en fait, on veut davantage axer et centrer l'évaluation sur les résultats pour le patient, continuer de simplifier et continuer de s'adapter aux besoins des professionnels de santé et aux attentes institutionnelles. Donc, on aura des évolutions qui vont porter d'abord sur le résultat avec une évolution du nombre d'éléments d'évaluation centrés résultats, davantage résultats, sur les sujets comme les résultats cliniques, sur l'évaluation de la pertinence des pratiques, sur l'évaluation sécurité-risque, sur l'expérience des patients et sur le pilotage des données cliniques et les recommandations de bonne pratique. Donc, au total, on aura 105 éléments d'évaluation contre 50 aujourd'hui qui porteront sur leurs résultats
et qui est, à l'issue de la concertation que nous avons eue avec l'ensemble des parties prenantes, est perçu plutôt comme un progrès. Et donc, ça va plutôt dans le bon sens. La simplification, parce qu'on aura moins de critères. On en aura 77 contre 86 aujourd'hui, et 24 critères spécifiques contre 32 aujourd'hui. Voilà, ça semble un petit peu plus lisible, un peu plus cohérent aussi dans la répartition qui est faite de ces critères. Et puis, pour s'adapter, ben, on va intervenir sur plusieurs sujets, notamment sur le sujet de la prévention, parce on était un petit peu faible sur cette thématique-là, alors que, bon, ben, on sait tous hein, que l'alcool et le tabac, ça tue beaucoup en France. Et donc, on a besoin de travailler un peu plus le sujet. On avait un oubli dans le cycle de certification, là, dans le début du sixième cycle, c'est la néonate. Donc, on corrige l'erreur. On a travaillé depuis maintenant un an, un peu plus d'un an, sur le sujet des violences sexuelles et sexistes. Euh, bon, on sait tous hein, le contexte, on sait tous l'actualité, mais l'idée, c'était de faire en sorte on approche cette thématique en étant un peu macro, hein. L'idée, c'est pas qu'on rentre dans des choses très compliquées, mais des choses faciles à mettre en œuvre et facilement mesurables et de manière impérative. Et puis, le retour d'expérience des établissements de santé et des experts visiteurs euh, qui sera mieux intégré, et les EIGS, les EIAS, et on a intégré aussi les retours de l'ISQUA, parce que vous savez qu'on est un organisme, enfin une institution qui est accréditée par l'ISQUA, à la fois pour la manière dont on a conçu le référentiel, sur le contenu du référentiel et sur la formation des experts visiteurs. Donc, ces trois domaines de certification de l'ISQUA, et on est le seul organisme international à avoir cette triple certification. Merci Patrick. Je ne sais pas si tu souhaites Non, non, dire juste quelques mots, voilà, oui, de voilà, conclusion. voilà, et on aura un webinaire, peut-être, je viens là tout de suite, le 23 septembre, pour présenter plus en détail les ajustements du référentiel et permettre effectivement d'échanger avec vous sur des souhaits, des questions particulières et spécifiques. On prendra le temps de répondre à vos questions en 45 minutes. Oui, merci beaucoup parce qu'on a relayé aussi à la FHP hein, l'organisation de ce webinaire par la Haute Autorité de Santé en invitant finalement les établissements adhérents à poser leurs questions, je crois, jusqu'à fin août Oui, de oui, oui. mémoire. Voilà. Voilà. En tout cas, Merci beaucoup. un grand Désolé si merci. j'étais un peu long. Non, Désolé des non, collègues. c'était utile. Un grand merci pour cette intervention et qui, enfin, moi je retiens effectivement le fait que finalement dans le référentiel de certification, comme tu l'as exprimé, les établissements vous disposez déjà d'un certain nombre d'éléments pour porter une politique ambitieuse autour de la démocratie en santé et de l'expérience patient. Mais c'est aussi l'objet de notre webinaire aujourd'hui, c'est que l'expérience patient c'est une démarche collective. Elle peut réussir que lorsqu'on associe effectivement à la fois les directions, les médecins, les professionnels, les soignants, les équipes, les représentants des usagers, les patients partenaires et bien sûr les patients eux-mêmes. Et donc c'est aussi l'enjeu des deux prochaines interventions. Et je vais céder la parole tout de suite à Ama Kwevi, qui est directeur de l'Institut français de l'expérience patient et qui nous fait le plaisir d'intervenir ce midi. Merci Marie-Claire. Alors, oui, un triple merci à la FHP, tout d'abord de son invitation, ensuite d'organiser cette semaine de l'expérience patient et enfin de s'associer au manifeste dont Lamine a parlé tout à l'heure, le manifeste pour la prise en compte de l'expérience patient. Donc, je vous remercie pour ça. C'est vraiment un moment important. L'IFEP célèbre cette année ses 10 ans. Donc, euh, on est très heureux de voir que la FHP, comme d'autres fédérations, s'associe à cette démarche. Et j'ai entendu, Lamine, que tu entendais l'intégrer à la plateforme pour 2027. Donc, c'est d'autant mieux. Donc, je mets le lien en Merci commentaire Ama pour tes mots. et, Merci, merci. et Merci, tous c'est ceux gentil.
Et tous ceux qui souhaitent pourront également signer ce manifeste. Donc, alors, pour respecter le timing, je vais tout de suite démarrer cette intervention. Alors, peut-être un rapide mot, mais vraiment très court pour dire, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, hein, l'IFEP, donc association créée il y a 10 ans, c'est un peu la société savante de l'expérience patient. Et notre but, c'est vraiment d'encourager tout le monde à se mobiliser sur le sujet. Et on est très heureux de voir que la FHP est très à l'écoute de ce thème. On a une mission de recherche et d'information, donc on bâtit des études qui viennent conforter l'intérêt à agir dans le sens de l'expérience patient. On forme et on accompagne les structures de santé qui veulent développer la prise en compte de l'expérience patient. J'aurai l'occasion d'y revenir et de dire un mot, puisqu'il s'agit aujourd'hui de se focaliser sur le comment on peut s'y prendre pour conduire une démarche expérience patient. Et on a enfin une mission de sensibilisation et de partage à travers des événements comme d'ailleurs celui que vous organisez aujourd'hui, ou la journée de l'expérience patient qui, pour les 10 ans de l'IFEP, se décline dans toutes les régions. Donc, on va au contact des professionnels. On a organisé, on le disait en aparté, la première journée régionale de l'expérience patient à Nantes la semaine dernière. Nous irons à Strasbourg le 8 octobre, à Lyon le 15 octobre et à Lille au mois de décembre, le 17 décembre. Alors, donc ça, ce sont les productions de l'IFEP, je n'y reviens pas, vous aurez l'occasion d'aller les voir sur notre site internet. Revenir d'un mot quand même sur cette notion d'expérience patient. Ça a été dit, mais l'expérience patient, c'est d'abord et avant tout le vécu. C'est quelque part une traduction du terme anglo-saxon patient experience. Et en anglais, I experience something, c'est je vis quelque chose. Donc, gardons tous bien à l'esprit que quand on parle d'expérience patient, il s'agit bien de mettre en avant le vécu, celui des patients, celui des proches. Alors, la définition que nous donnons de l'expérience patient, c'est donc naturellement, dans le prolongement de ce que je viens de dire, tout ce qui est vécu et perçu par une personne ou son entourage au cours de son parcours de santé. Et on ajoute que les interactions et ces situations vécues par ces personnes au cours de leur parcours de santé, elles sont naturellement façonnées par la spécificité de la personne elle-même, sa singularité, mais elles sont aussi façonnées par l'organisation du parcours. Et donc, on a tous un rôle à jouer, on a tous une influence sur ce qui va être l'expérience des usagers, l'expérience des patients. Donc moi, avant d'entrer sur la question de l'expérience sous l'angle opérationnel, la démarche, je voulais quand même revenir sur trois choses. La première, c'est que l'expérience du patient, elle est d'abord et avant tout clinique. Je vous parlerai un peu plus tard des PROMS, une manière de voir les choses du point de vue du patient, les résultats cliniques du point de vue du patient. Mais on a fait en 2021-2022 une enquête qui focalisait son attention sur les facteurs qui ont le plus d'influence sur l'expérience des patients. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que la dimension clinique, les soins, les examens, les interventions, constituent à elles seules, cette dimension clinique, elle constitue à elle seule 34% de ce qui fait varier l'expérience des patients. Donc, c'est-à-dire sur l'ensemble des choses qui peuvent avoir une influence sur l'expérience des patients, la dimension clinique à elle seule explique un tiers de ce qui fait varier l'expérience des patients. Donc, quand on vous dit prendre en compte l'expérience des patients, c'est être sympathique, c'est bien leur parler, c'est leur apporter de la considération, c'est avoir un environnement de prise en charge confortable, climatisé ces jours-ci, tout ça, c'est vrai et c'est très bien. Mais si les soins ne se sont pas bien passés, on ne pourra pas avoir une bonne expérience. Donc, c'est ça qu'on a pu démontrer. Et on met aussi en avant le fait que prendre en compte le ressenti, le vécu des patients, c'est quelque chose de majeur, que l'arrivée dans l'établissement, donc les premiers moments vécus dans l'établissement, on n'a jamais deux fois l'occasion de faire une bonne première impression, ça joue clairement sur l'ensemble de l'expérience, et puis tous les autres paramètres que vous voyez ici et que vous retrouverez dans le support que je vous transmettrai. La deuxième chose importante à garder en tête, c'est que l'expérience, elle est à la fois cumulative et intégrative. Elle est cumulative parce que quand vous arrivez dans un établissement, je viens de le dire, votre première impression, ça peut être, par exemple, c'est difficile de se garer. On ne trouve pas de place, on est en retard à sa consulte. Bon, là, ça va générer un débit sur votre compte en banque émotionnel. On prend la métaphore du compte en banque parce qu'elle est parlante. Et donc, ça génère un débit sur votre compte en banque émotionnel. Ce premier moment qui s'est pas bien passé. Ensuite, vous allez à l'accueil et puis quelqu'un vous oriente vers le service. Donc là, ça génère peut-être un petit crédit parce que on vous a aidé, on vous a pas juste dit allez, c'est dans cette direction, on vous a presque accompagné sur le chemin et là, vous avez eu une expérience un peu meilleure. Et puis, vous arrivez, le médecin vous prend à l'heure à la consultation, il est très pédagogue,
il vous rassure sur vos symptômes et il vous explique la façon dont le suivi va se passer. Donc là, vous avez à nouveau un crédit sur votre compte en banque émotionnel. Euh, L'expérience, c'est quoi? C'est une succession de crédits et de débits en fonction des moments vécus tout au long de votre prise en charge. Et comme pour votre compte en banque, on espère qu'à la fin, vous êtes plutôt dans le positif plutôt que dans le rouge. Bah, l'expérience, elle a ça. Elle est cumulative et l'expérience globale dépend de ces moments au cours desquels vous allez avoir des débits ou des crédits sur votre compte en banque émotionnel. Deuxième chose, elle est intégrative, l'expérience. C'est aussi pour ça, et c'est très important, qu'il est utile de s'en emparer, parce que même si chacun de vous fait du mieux possible dans le compartiment qui est le sien, eh bien, il reste les transitions. Entre un parcours, c'est fait de transition. Et on est dans un système de santé qui est extrêmement en silo, extrêmement morcelé. Et donc, il faut que les transitions soient fluides, se passent bien. Sinon, même si les examens se passent bien, même si l'intervention se passe bien, même si en rééducation ça se passe bien, eh bien, vous allez manquer des choses qui, du point de vue du patient, sont importantes. Donc, explorer l'expérience des patients, c'est une manière d'avoir de la vue sur ce que vous ne voyez pas en général, sur ce qui se passe en amont, sur ce qui se passe en aval, dans votre prise en charge. Donc ça, c'est vraiment important de garder à l'esprit que seul le patient a une vision d'ensemble parce qu'il passe par chacune des étapes. Troisième élément que je vous recommande de bien garder à l'esprit, ça aussi, c'est le fruit d'une enquête qu'on a pu réaliser. L'expérience, elle se partage majoritairement dans le cercle privé. Et c'est un paradoxe parce que pour vous qui travaillez dans le secteur de la santé, souvent vous êtes interpellé par vos proches qui vous disent bah, toi qui travailles dans la santé, il m'est arrivé ceci, est-ce que c'est normal? euh, C'est très rare finalement que les personnes s'adressent directement à leurs soignants pour savoir si ce qu'ils ont vécu au cours de leur prise en charge, c'est normal ou pas. Ils préfèrent s'adresser à des personnes de confiance, pas toujours à leur médecin, et ça, c'est dommage. Donc ça veut dire, et ça doit tous nous faire considérer une chose importante, c'est que l'expérience, il faut aller au devant. Il faut que le système de santé, que les professionnels de santé, que les établissements de santé s'organisent pour collecter cette expérience de manière active. Et ça, c'est un point très important parce que si on ne le fait pas de manière active, elle ne vient pas toujours. Dans quelques cas, elle vient. Elle ne vient pas spontanément à nous. Ou quand elle vient, on a une surreprésentation des expériences négatives parce que dans quelles circonstances les patients vont faire l'effort de partager leur vécu? Ben, plus souvent quand ils ont mal vécu quelque chose que quand ça s'est globalement bien passé. Donc, si on veut avoir une bonne compréhension de l'ensemble de l'expérience vécue par les patients pris en charge, il faut avoir une démarche systématique de recueil de celle-ci. Ça, c'est vraiment un point important et vous retrouverez dans les ressources de l'IFEP des documents qui visent justement à encourager les usagers à partager leur expérience. Documents courts, produits par l'IFEP, 4 pages, pas plus, pour que chacun d'entre vous puisse se concentrer sur l'essentiel et en même temps avoir des clés de lecture importantes. Alors, on l'a dit, l'enjeu aujourd'hui, et c'était les propos de Lamine tout à l'heure, c'est passer de l'intention à l'action. Passer de l'intention à l'action, c'est mettre en œuvre une démarche expérience patient structurée. C'est quoi une démarche? C'est un ensemble cohérent de pratiques qui sont portées par l'ensemble des professionnels et des personnes qui contribuent à la vie de l'établissement. C'est aussi une façon de prendre en compte, de comprendre et d'améliorer l'expérience des patients. Et ça, on se rend bien compte que c'est pas quelque chose qui se fait comme ça, de manière intuitive. Il faut avoir une approche structurée. À l'IFEP, on a développé un modèle qui peut constituer un point d'appui pour ces approches. Ce modèle d'amélioration et de management de l'expérience patient, il recense des pratiques d'amélioration qui sont basées sur un triptyque: recueillir, analyser, améliorer l'expérience, impliquer les équipes et les patients. J'en profite pour dire que bien sûr, il faut impliquer les équipes, c'est naturel. Oui, il faut impliquer les patients, partenaires quand il y en a, et Patrick Méchin, juste avant moi, parlait de l'importance de mobiliser les patients partenaires. Mais quand vous n'avez pas de patients partenaires, ça ne vous dédouane pas d'avoir une implication des patients de tous les jours. Des patients qui sortent d'une prise en charge en chirurgie ambulatoire, on peut très bien les garder quelques minutes de plus ou au salon de sortie et échanger avec eux sur la façon dont ils ont vécu leurs soins. Donc des pratiques d'amélioration, mais aussi des pratiques de management. Parce que les pratiques de management
de l'expérience patient sont celles qui vont faire perdurer la démarche. Donc la démarche, elle repose sur l'implication de la gouvernance, et je profite qu'il y a sans doute parmi vous des membres de plusieurs équipes de direction. Donc la gouvernance doit être partie prenante. Il faut que le sujet soit positionné comme un élément stratégique de l'expérience. J'étais à Nantes avec un directeur général de CHU qui disait l'expérience patient, pour moi, c'est un levier d'attractivité pour les professionnels. Et j'aimerais qu'on l'entende aussi dans le secteur privé, comprendre que améliorer l'expérience des patients, c'est aussi un levier d'attractivité, bien sûr pour avoir plus de patients, mais aussi pour que les professionnels aient envie de venir. Il faut allouer des ressources. Alors, on est dans le secteur de la santé, les ressources, c'est pas nécessairement de l'argent, c'est plutôt d'ailleurs des ressources humaines. Ça veut dire qu'il faut pouvoir consacrer un petit temps, y compris quand on est soignant, au recueil, à l'analyse et à la prise en compte de l'expérience. Tout cela, en plus, donne du sens à l'expérience, donc vraiment, c'est un point important. Donc, comme je le disais, l'enjeu, c'est de mettre aujourd'hui en œuvre des pratiques qui visent à concrétiser les intentions et les transformer en action. Alors, il me reste 3 minutes. Et ce que je vais faire dans ces 3 minutes, c'est que je vais sortir un petit peu du canevas de ma présentation habituelle et je vais partager avec vous ce que je fais assez peu souvent dans les 3 dernières minutes, hein, encore sous ton contrôle, Marie-Claire, mais un support qu'on utilise dans le cadre des démarches d'accompagnement qui sont celles de l'IFEP. Alors, parce que c'est bien beau de dire il faut accompagner, il faut mettre en œuvre des démarches. Bon, comment se déploient ces démarches? À l'IFEP, on a mis en place une démarche qui consiste à cadrer l'approche. Cadrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire constituer une équipe pilote au sein de l'établissement qui va pouvoir mener le projet. C'est pas des gens de l'extérieur qui doivent conduire une démarche expérience patient. Ce sont des personnes transversales au sein de l'établissement qui vont pouvoir réaliser ça. Et je sais bien que dans une clinique, on n'a pas nécessairement énormément de personnel qui peuvent se consacrer au pilotage de la démarche. Donc, une équipe transverse, c'est peut-être 2 soignants, une personne de l'équipe qualité, et puis une personne au RH, par exemple. Bon, bah, vous avez déjà 4-5 personnes qui peuvent constituer l'ossature, le socle de la démarche. Ensuite, on peut sensibiliser les autres, faire de l'affichage, leur expliquer ce que c'est que l'expérience patient, pourquoi c'est important. On peut leur montrer, à travers des éléments de diagnostic et d'évaluation, comment recueillir cette expérience. Et après, on se lance. On met en pratique. On a identifié grâce au diagnostic des choses qui sont des points d'amélioration potentielle. Eh bien, on va les tester. On va aller jusqu'au bout. Et alors, concrètement, je vous donne des verbatims qu'on recueille auprès des patients. Donc, des verbatims positifs, parce que c'est important de les partager. Voilà, elle a fait le maximum, l'infirmière, j'imagine, pour gérer mes douleurs, me réchauffer. Elle m'a immédiatement proposé une couverture chaude, que j'ai particulièrement appréciée. Vous voyez, ces éléments de contact sont importants. Et à contrario, hospitalisé en cardio, je suis rentré à la maison un peu plus tôt que prévu, sans que ma femme ait été avertie. J'avais comme seule tenue ma chemise d'hôpital et ma poche à urine, inconfortable, alors que j'avais des vêtements dans ma valise. Donc ça peut être une sortie un peu précipitée comme certains l'ont vécu. Et c'est des éléments qui ressortent d'Isatis souvent et qu'on peut tout à fait utiliser au cœur de la démarche. Donc l'idée de ces pratiques expérience patient, c'est quoi? C'est qu'elles sont à votre portée. Vous pouvez faire des micro-sondages, vous pouvez lancer des formations à l'écoute pour bien comprendre comment le récit des patients vient structurer les démarches expérience patient. Vous pouvez avoir une analyse des verbatims en utilisant l'intelligence artificielle. Je crois que c'est Patrick Méchin qui en parlait tout à l'heure. Vous pouvez, là encore, intégrer des équipes et des patients dans le démarrage d'un projet quand on veut réaménager un nouveau bâtiment, par exemple, avoir des focus group avec des représentants des usagers dedans. On peut revoir l'organisation d'une maison des usagers. On peut dédier un quota, ça c'est une clinique qui le faisait, on peut dédier un quota de temps aux équipes pour qu'elles puissent travailler sur les enjeux et les entretiens d'expérience. Donc vous voyez, il y a des choses très concrètes qui peuvent être menées pour parvenir à la mise en œuvre des actions d'expérience patient. Je ne serai pas plus long puisque ça y est, mon petit beeper a sonné les 15 minutes. Donc, je vous remercie de votre attention et je vous encourage vraiment à vous saisir de cette question de l'expérience, mais vraiment sous l'angle le plus pratique qui soit. Et ça ne demande pas une énergie démentielle, c'est quelque chose qui est tout à fait à votre portée. Et on va en avoir un exemple avec l'équipe là de Nadine et de ses collègues.
Merci Merci, beaucoup. merci Ama. Juste un petit mot, Marie-Claire. Merci Ama. Et effectivement, le but, c'est d'avoir de plus en plus de patients et tous contents. C'est le but. Exactement, c'est ça. Et quand ils sont pas contents, essayez de comprendre pourquoi pour que les Oui, futurs le soient. tout à fait. Grand merci Ama pour ce cadrage méthodologique et puis ce rappel de définition et effectivement et ces exemples de mise en œuvre concrète de démarches d'expérience patient et tu as fait aussi la transition donc c'était parfait. Je vais maintenant donner la parole à Nadine Potier, qui est directrice de la clinique du Moulin Vert à Poitiers, Estelle Castellon, qui est directrice adjointe, et Caroline Jossec, qui est responsable qualité à la clinique. Et vous allez justement nous partager ce que vous avez mis en place au sein de l'établissement et comment vous avez réussi à mobiliser vos parties prenantes dans cette démarche. Merci. Bonjour à tous. Donc, Nadine Potier, je suis directrice du SMR Le Moulin Vert. Donc, déjà, merci à la Fédération de leur invitation à ce webinaire dans lequel nous allons vous expliquer comment on a embarqué les équipes dans l'expérience patient. D'abord, pour vous situer, donc, on est un établissement de soins médicaux de réadaptation situé dans la Vienne, près de Poitiers, à 10 minutes de Poitiers. On dépend du groupe Helena Santé. Cet établissement, il a été repris par Helena Santé en 2018. Nos activités sont réparties en 40 lits d'hospitalisation complète de cardiovasculaire. Et après, on a un hôpital de jour avec 30 places, dont 20 places, 22 places de cardiovasculaire et 8 places de pneumologie. On prend en charge que des adultes. Et nous sommes en train de construire donc un nouveau site près du CHU, sur le site de CHU. On a acheté un terrain sur le site de CHU et on construit un établissement demain de 128 lits et 60 places dans lequel on rajoutera à nos activités de la neurologie, de l'oncologie et des EDM avec une ouverture qui est prévue en 2028. Donc, je vais vous expliquer comment on a mis en place l'expérience patient donc, dans notre établissement. Donc, il s'agit d'un axe stratégique du groupe Helena Santé, mais c'est également un axe de notre projet stratégique au sein de l'établissement. Donc, 4 professionnels volontaires ont été formés par le siège Helena Santé. Donc, il y a l'infirmière coordinatrice, une psychologue, une infirmière et moi-même, responsable qualité, sur la méthode écoute active dans le cadre de la méthode Focus Group. Donc, c'est une méthode qui est basée sur le recueil de l'opinion des patients qui sont volontaires. Donc, on inclut au maximum 6 patients pendant ces focus group sur une thématique qui est définie en amont. On va se baser sur les résultats des questionnaires de satisfaction, des plaintes et des réclamations, mais aussi des retours qui sont faits directement auprès des professionnels par les patients. Ensuite, donc, on définit une thématique avec les professionnels qui animent les groupes focus group et on valide ensuite en commission des usagers en lien avec les représentants des usagers. Donc, cette méthode, elle inclut des questions ouvertes. On utilise aussi beaucoup de relances et de reformulations, mais on n'a pas pour objectif de justifier nos process. On recueille simplement l'opinion des patients. Donc, on a commencé à mettre en place l'expérience patient au 2e semestre 2024 et on a une référente expérience patient qui est notre psychologue. Donc, l'objectif, c'est que le patient participe pour faire émerger des axes d'amélioration qui seront ensuite présentés au CODIR et en CME pour validation ou invalidation. En interne, comment on est organisé? Donc, on organise 2 focus group par an. Donc, ils sont animés par 2 professionnels formés, donc sur un créneau d'1 heure. Durant ce créneau d'1 heure, on va recueillir les points positifs, les axes d'amélioration, mais aussi les propositions concrètes des patients. Donc, on utilise un tableau qui est visible des patients qui sont présents où on va coller des post-it. Donc, séparés en 3 parties, axes d'amélioration, points positifs et propositions d'amélioration. À la fin, on distribue un questionnaire de satisfaction aux patients. Au préalable, on leur a aussi demandé leur consentement et ils remplissent un formulaire de consentement pour participer à ces focus group. Par la suite, donc, les 2 professionnels qui ont animé ce temps vont compléter une matrice qui a été créée par le siège.
et on va saisir l'ensemble des informations recueillies où on va inclure si c'est plutôt de l'éloge, de l'observation ou une plainte. Et ensuite, on va présenter donc cette matrice au CODIR et en CME pour définir donc quelles actions on va garder ou pas et les intégrer dans notre programme d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Et ensuite, ces actions seront présentées aux professionnels lors de notre instance mensuelle qui est dédiée donc à la présentation de notre plan d'action qualité. Donc, il se nomme le CQGR. Comment nous avons mobilisé les équipes? Nous avons fait le choix d'utiliser nos principaux canaux de communication déjà existants. Donc, tout d'abord, les CODIR et la CME pour que les responsables d'équipe, managers, médecins soient au clair avec la notion d'expérience patient et puissent à leur tour mobiliser les équipes de terrain. Donc, c'était un choix de vraiment mettre ce sujet dans les commissions stratégiques de l'établissement. Les médecins ont été convaincus de la démarche et nous ont aidés à diffuser cette pratique auprès de l'ensemble des professionnels, mais aussi auprès des patients. Nous avons également utilisé les MVP. Donc MVP, c'est un rituel qui signifie Management visuel de la performance. Ce sont des temps hebdomadaires courts qui sont réalisés dans chaque équipe. Ils apportent le double avantage de permettre les échanges, questions-réponses entre des personnes d'une même unité métier, mais aussi d'utiliser un tableau qui reste dans le service, c'est le côté visuel, et qui permet aux équipes d'avoir toujours le sujet sous les yeux, d'y revenir et d'en échanger aussi dans leur temps plus informel. On a utilisé aussi un autre moyen de communication que l'on utilise en interne, qui est le café qualité. Le café qualité, c'est un temps mensuel sous forme de quiz auquel l'ensemble des professionnels y participent chacun à leur tour. Donc à chaque séance, ce sont des professionnels différents qui y participent. Ce format nous permet l'évaluation des connaissances des patients, des professionnels, pardon. On a pu observer justement que les professionnels, avec les équipes, se familiarisaient avec la notion d'expérience patient, car les résultats obtenus au quiz étaient en constante augmentation, et le sont toujours. On a aussi eu notre certification en novembre 2025, et dans ce cadre-là, nous avons réalisé de nombreuses réunions de préparation, dans lesquelles l'ensemble des équipes étaient invitées, des audits système à blanc, et dans chacune de ces réunions, la démarche d'expérience patient était citée et expliquée, pour que tout le monde puisse comprendre l'intérêt de la démarche. Nous avons également utilisé des canaux de communication écrits. Donc, par exemple, le Flash Info Qualité mensuel. Donc, ça, c'est un journal interne qui est diffusé une fois par mois à tous les professionnels et qui regroupe des sujets d'actualité, d'activité et qualité. On a aussi utilisé l'intranet de l'établissement qui est consulté très régulièrement par l'ensemble des professionnels et qui s'ouvre à l'ouverture du dossier patient. Ces principaux canaux de communication nous ont permis de démystifier le concept auprès de tous. Toutes les fonctions ont été impliquées, donc ça c'était quelque chose qui était important pour nous, de n'oublier personne, de bien rappeler que le but est que le patient soit au cœur, soit acteur de son séjour et au cœur des parcours, et de valoriser le travail parfois invisible de chacun et chacune qui est réalisé auprès des patients. Donc on avait cité par exemple les ASH. Ça nous a servi également à communiquer sur chaque focus group, donc sur les créneaux prévus des focus group, le recrutement des patients. Et les équipes ont rapidement compris le sens de cette démarche, sont convaincues du bénéfice de se saisir de la parole des patients. Et on a également reçu de très bons retours des patients qui ont été inclus dans la démarche et qui ont participé au focus group. On vous a mis à titre d'exemple des supports que l'on a utilisés pour communiquer auprès des patients et des professionnels. Donc à gauche, c'est une affiche qui a été diffusée dans l'établissement, donc à destination des patients pour leur expliquer la démarche. Également ici, donc pour leur préciser la date et le lieu du prochain focus expérience patient, pour que chacun puisse s'inscrire en fonction de ses disponibilités. Et tout en bas à droite, donc c'est un exemple d'information qui a été diffusée dans notre Flash Info Quality à l'ensemble des professionnels. Les bénéfices de la mise en place de ces groupes d'expression, d'abord les patients se sentent impliqués et écoutés, puisqu'il y a une prise en compte de leurs remarques et de leurs suggestions.
Donc, on vous a mis quelques exemples de suggestions qui ont été faites par les patients et qu'on a pu mettre en place. D'abord, donc, sur les trames de planning de rééducation, donc il y a eu des modifications de fait où les rééducateurs ont rédigé un mode opératoire des règles de planification. Ils ont aussi travaillé sur la modification de l'ordre des activités dans l'objectif d'équilibrer les activités sur les journées des patients suite aux différents retours qui ont pu être faits lors de cette première expérience patient en 2024. Sur le sujet de la communication, donc les patients avaient remonté qu'il y avait une incohérence entre le nom de la conférence d'accueil et le contenu. Donc les secrétaires ont été mobilisés pour travailler sur le changement de nom de cette conférence. Et au sujet de la signalétique, donc on a travaillé cette thématique dans le cadre du projet des usagers, donc en lien avec l'ensemble des professionnels qui sont membres de la CDU. Donc on a un membre de chaque équipe qui est représenté et on a également nos représentants des usagers. Donc on a travaillé sur cette thématique pour faciliter le repérage des patients au sein de la structure. Alors, pour terminer, demain, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, notre souhait, c'est d'intégrer les représentants des usagers dans les groupes d'expression, qu'ils puissent être présents. Mais pour un peu renforcer ce que disait tout à l'heure Ama Kwevi sur le fait de recueillir à la fin ce qui se passe, nous, on a souhaité depuis quelques mois aussi inclure les patients dans les comités, notamment le CLAN, le CLU de la CDU. Ce qui est très, très positif puisque les patients s'expriment et nous permettent aussi de mettre en place des actions beaucoup plus rapidement sur un ensemble de thématiques. On souhaite aussi inclure nos professionnels dans les groupes d'expression, qui soient présents aussi dans ces groupes, et également des médecins. On travaille aussi avec un patient partenaire depuis quelques mois qui a permis de faire une information auprès du personnel dans un premier temps pour qu'ils comprennent les missions du patient partenaire et son rôle. Et aujourd'hui, on travaille avec lui sur un projet d'éducation thérapeutique, de dépôt de dossier, notamment sur l'insuffisance cardiaque. Donc, il nous aide dans ce dossier. Et on souhaite aussi qu'il puisse prochainement intervenir auprès des patients pour les accompagner dans leur parcours et leur séjour. Voilà, nous, ce qu'on voulait vous dire sur l'expérience patient au sein du Moulin Vert. Et merci à tous de votre attention. Grand merci, mesdames, pour ce témoignage concernant votre démarche et puis aussi ce partage d'outils que vous avez mobilisés pour embarquer justement les différentes parties prenantes dans cette démarche. J'aurais une question avant de conclure ce webinaire et de laisser la conclusion à Lamine Garbi s'il le souhaite. Une question à votre attention et aussi à Ama Kwevi. Est-ce que finalement on identifie des acteurs qui sont plus difficiles à convaincre, plus difficiles à embarquer? Est-ce que vous avez identifié cela au cours de votre expérience? Moi, Kwevi, vous souhaitez… Oui, je vais dire un mot. Si on se dit clairement les choses, c'est vrai que d'avoir les équipes cliniques, les médecins, les infirmières. Je ne parle pas de ceux qui occupent des fonctions transversales, de chef de service, de chef de pôle, qui, à travers leur rôle dans la gouvernance, sont là, mais des médecins de première ligne, des soignants ou aides-soignantes de première ligne. C'est toujours plus difficile de les mobiliser parce que c'est une décision qui n'appartient pas qu'à ces personnes-là. Et donc, c'est vraiment un message pour les directions d'établissement, pour l'encadrement intermédiaire, de se dire, c'est un investissement que de laisser les collègues aller travailler sur le thème de l'expérience patient. C'est un investissement qui va être doublement payant à mon sens. Il est payant parce que ça continue de donner du sens au métier de ces personnes-là que de prendre de temps en temps un peu de recul et de comprendre ce qui fait les bienfaits et les malfaits de l'expérience des usagers. Donc, pour elles-mêmes, c'est très important. Et deux, c'est un gain de temps incroyable sur les actions qui peuvent être mises en œuvre pour améliorer l'expérience des patients. Parce que si les personnes qui sont au contact des patients en comprennent le rationnel, en comprennent le sens, ça va lever beaucoup de résistance, ça va lever beaucoup d'obstacles
organisationnel. Donc vraiment, moi, je vous encourage à sanctuariser un tout petit peu de temps de ces personnes-là, médecins et soignants de première ligne, pour qu'elles puissent se consacrer à ce sujet qui leur fait du bien, qui fait du bien aux patients. Moi je rejoins Marc Lévy sur ce qu'il dit. Effectivement, quand la décision n'est pas du terrain, elle est parfois plus difficile à entendre ou à intégrer. Mais justement, je pense que l'essentiel c'est de communiquer, mais c'est aussi de faire intervenir des personnes concernées. Et l'inclusion des patients dans les comités instances, c'est là où justement il y a un vrai partage avec les professionnels, qu'ils soient médecins ou autres, et qui permet de comprendre l'intérêt justement de l'expérience patient et de notre rôle à chacun. Donc ça, c'est un vrai plus. Et l'intégration aussi du patient partenaire qui est un vrai plus et qui a permis aussi aux équipes de vraiment comprendre le rôle, les missions et l'importance justement du vécu de l'expérience patient du patient et comment nous, on a notre rôle à jouer. Bien, un grand merci. Je ne vois pas de nouvelles questions posées dans le chat. On vous donne donc rendez-vous pour la poursuite de cette semaine de l'expérience patient, donc jeudi, comme l'a exprimé Lamine Garbi en introduction, avec un webinaire consacré aux proms et puis un troisième webinaire vendredi dédié au partenariat patient. Je Oui. laisse le mot de la fin à Monsieur Garbi. C'est gentil, Marie-Claire. Non, rapidement, d'abord, félicitations à l'équipe d'Elena parce que ouvrir un SMR en 2028 sans sécurisation de dotation populationnelle, ça s'appelle du courage. Donc, bravo à vous et bravo, bien sûr, à toute l'équipe dirigeante du groupe qui prend des risques. Et j'espère que on pourra tous ouvrir nos SMR et augmenter nos capacités avec ces dotations populationnelles qui sont bloquées. Mais enfin, c'est pas le sujet du jour, mais je tenais quand même à saluer le courage de la fédération et de ses adhérents. Merci Ama et merci Patrick aussi pour vos éclairages, témoignages. Et bien sûr, merci Marie-Claire. On se retrouve parce que je crois qu'on est à 2 mètres l'un de l'autre aujourd'hui. Exactement. Et très belle fin d'après-midi à toutes et tous. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Au revoir.